pour 2050. On a un objectif pour tous les biens d'arriver à un label A sur le territoire européen. Donc, hyper ambitieux. Avec cette contrainte, on a petit à petit des lois qui passent et qui vont être contraignantes par rapport aux personnes qui soit mettent en location un bien, mais même pour les personnes qui y habitent. Et donc ça, on sait que ça va venir et le marché anticipe déjà ça. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette masterclass d'experts du club. Aujourd'hui, on a l'occasion de parler d'une thématique ultra importante, de plus en plus prédominante. On va parler de performance énergétique de bâtiments, on va parler des lois, des règles, on va parler aussi d'études de cas et il y a beaucoup d'informations qu'on va vous partager. Il y a beaucoup de questions aussi que notre communauté, les membres du club aussi se sont posées et que vous vous posez peut-être. Je pense que ce PIB sera super intéressant, il y aura beaucoup d'informations. Donc accrochez-vous, tenez bien le volant si vous êtes en train de conduire et d'écouter ce podcast. Et aujourd'hui, on a l'honneur, comme le titre de ce podcast l'indique, d'interviewer un expert, un certificateur vraiment qui commence à avoir sa réputation, en tout cas au sein des membres du club. Et sans plus attendre, je vais vous demander, pas d'accueillir, mais plutôt je vais demander à Thibaut, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, de se présenter. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, à cette communauté qui attend d'avoir des lumières concernant tout ce qui est énergétique, PEB, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, combien ça coûte, énormément de questions que les gens se posent. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Désolé, j'étais chaud pour l'introduction. Mais bonjour à tous les membres du club, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc moi, c'est Thibaut et je travaille maintenant depuis plus de 3 ans dans la performance énergétique des bâtiments. Donc je suis très axé investisseur immobilier, vu que voilà, ce sont évidemment les premières personnes qui seront touchées par les réglementations qui vont tomber dans les années à venir. Donc, mon histoire, c'est ça que tu veux connaître? Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu as commencé d'abord à investir et t'intéresser au PEB ou ça a été PEB et investissement? Écoute, en fait, c'est mon premier investissement immobilier en 2021. J'ai rénové totalement une maison et je me suis fait conseiller sur les aspects de performance énergétique. À la fin du chantier, ce sont des aspects qui m'ont tellement passionné que j'ai décidé de suivre la formation pour d'abord devenir certificateur PEB. Et donc, on est parti de là. Et puis, depuis, j'en suis jamais sorti. Maintenant, c'est depuis quand même pas mal de temps mon activité principale. Et donc, on est à la fois dans la certification, mais surtout, le plus important, dans le conseil. Donc, comment aider les personnes à optimiser leur certificat PEB avec ou parfois même sans travaux. On arrive à avoir des résultats vraiment, vraiment impressionnants. Et donc, beaucoup de clients satisfaits, que ce soit au sein du club, mais même en dehors. Super. Et je confirme ça parce que dans ce podcast, on va parler aussi d'une étude de cas, donc d'un bien que j'ai acheté. Et donc, j'ai fait appel à tes services et on va vous expliquer comment vous pouvez optimiser. On va vous dire quel PEB on a réussi à obtenir. Et je pense qu'on est parti d'un PEB G, je pense de mémoire. Oui, c'est ça. C'était vraiment PEB médiocre. Et on a fait plein de choses, plein de travaux, des choses utiles pour améliorer grandement le PEB. Et on a préparé le terrain, le chantier, justement, pour ne pas être bloqué, pour pouvoir arriver à A. Donc voilà, vous savez qu'on n'a pas atteint A, mais on a atteint une belle performance. C'est un cas super intéressant. Super intéressant. On va vraiment en discuter en détail parce que c'est quand même une belle histoire à raconter. Ça. Une belle histoire. Et ceux qui sont sur YouTube, vous aurez l'occasion de voir des photos, des vidéos. Il y aura plein de références. Donc accrochez-vous. Donc tu as commencé par l'invest. Alors dis-nous un peu déjà en 2021, 2022, c'était quoi un peu la tendance au niveau du PEB? Est-ce qu'on en parlait beaucoup? Est-ce qu'il y avait déjà les réglementations qui étaient à venir? Parce que j'ai quand même l'impression qu'on est sur une vague. C'est un peu récent, les gens commencent à entendre parler, les banques commencent à avoir des critères basés sur le PEB, le taux influence à partir du PEB, sont de plus en plus regardantes par rapport à ça, mais ce qui n'était pas le cas en 2021 quand tu t'es lancé. Oui, donc, tout à fait. Donc, je me rappelle encore quand j'ai acheté ma maison, c'était la mentalité de l'époque. Le certificat PEB, c'était juste une contrainte administrative, un papier qu'on donnait et voilà, on le mettait sur le côté. Très bien. Après, voilà, il y avait déjà le système des primes qui permettait aux personnes de bénéficier de primes pour rénover leur logement. Et c'est là que l'intérêt que l'intérêt du PEB commençait à prendre.
dire ben, tiens, j'ai des primes pour augmenter ce label et donc je vais les utiliser. Mais en dehors de ça, vraiment, les transactions se faisaient sans trop regarder à ce papier-là, qui était juste quelque chose d'obligatoire, comme une conformité électrique, par exemple, qu'on va faire et transmettre à l'acheteur. OK, c'est conforme, c'est pas conforme, très bien. En fait, je vais reformuler ça. Le certificat de conformité électrique était toujours plus important, beaucoup plus regardé que le certificat PEB. Aujourd'hui, j'ai certains agents immobiliers qui me disent que c'est devenu le contraire. Donc, on regarde d'abord le certificat PEB et puis la conformité électrique, en plus, c'est très important, mais c'est d'abord le label PEB. Qu'est-ce qui, à ton avis, fait que les gens ont mis ça en priorité? Alors d'abord, il y a eu une crise de l'énergie, hein, où les prix ont explosé. On est bien tous au courant de ça. Et donc, ben voilà, les personnes commençaient à s'intéresser. Ben tiens, si j'achète une maison, j'ai aussi des charges liées à l'énergie que ce bien va consommer. Et donc, les gens faisaient attention à ces aspects-là. Et puis maintenant, il y a bien sûr des objectifs européens. Donc, pour 2050, on a un objectif pour tous les biens d'arriver à un label A sur le territoire européen. Donc, hyper ambitieux. Et donc, avec cette contrainte, on a petit à petit des lois qui passent et qui vont arriver, hein, des choses qui vont arriver et qui vont être contraignantes par rapport aux personnes qui soit mettent en location un bien, mais même pour les personnes qui y habitent. Oui. Et donc ça, on sait que ça va venir et le marché anticipe déjà ça. Ok, super. Alors, pour ceux qui nous écoutent, peut-être certains d'entre vous n'ont pas exactement compris ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est au final le PEB? Le PEB, c'est hyper mal compris. Donc, tout le monde sait ce que c'est, une couleur, une lettre, mais derrière ça, personne ne comprend ce qui se passe. Donc, je vais l'expliquer ici un peu plus en détail. Donc, le label, en fait, c'est une consommation, et super important, une consommation théorique. J'ai plein de clients chez lesquels je me rends qui me sortent leur facture d'énergie. En fait, ça ne sert vraiment totalement à rien. On les met directement de côté parce que la consommation théorique, c'est une consommation qui est calculée sur base des caractéristiques du bâtiment. Donc, on va regarder les parois. Quelles sont les parois de perte par lesquelles on a des pertes d'énergie. Donc, par exemple, une façade qui est en contact avec l'extérieur, un plancher qui est en contact avec une cave. Toutes ces parois, on va les mesurer et on va les décrire. Est-ce qu'elles sont isolées? Quel est leur matériau de base, leur épaisseur. Et donc, toutes ces caractéristiques vont être entrées dans un logiciel avec d'autres. Hein. Donc, il y a les parois, mais il y a aussi tout ce qui est système. Est-ce qu'on a un système de chauffage performant ou moins? Est-ce qu'on a une vieille chaudière ou une chaudière à condensation? Est-ce qu'on a une pompe à chaleur? Quel est le système qui produit de l'eau? Est-ce qu'on a des panneaux solaires photovoltaïques qui permettent aussi une production d'énergie sur le site? Donc tout ça, tous ces éléments sont pris en compte, on encode dans un logiciel et on a une consommation théorique. Cette consommation théorique, ensuite, elle est divisée par le nombre de mètres carrés du bien, pour faire simple. Donc la consommation par mètre carré, et on arrive à un résultat qui va rentrer dans une catégorie qui est au final le label. Donc on peut dire qu'au plus il y a de mètres carrés, au plus l'indice va diminuer, la consommation va diminuer. Parce que c'est un dénominateur, on divise par la superficie. On peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Bon, avec plus de mètres carrés, on a aussi plus de surface de perte. Okay. Mais en général, ouais, c'est un bon commentaire parce que c'est beaucoup plus facile sur des biens de grande surface. Et souvent, quand on arrive sur du 200, 300 mètres carrés parfois, donc déjà des grandes maisons, on arrive beaucoup plus facilement à un bon label avec à peine une toiture isolée, une bonne chaudière. Okay. Alors que sur un petit logement de 20 mètres carrés, on en a parfois, hein, là, il va falloir beaucoup plus se battre parce que la consommation par mètre carré va être quand même assez importante. Et donc, il faut vraiment bien isoler ce genre de petits logements. C'est contre-intuitif, ouais. C'est contre-intuitif parce qu'on se dit c'est plus petit, le chauffage va chauffer. Je dirais même que c'est un peu injuste. Hein. Voilà, les plus grands bâtiments sont privilégiés. Okay. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Hein, vu qu'on parlait des parois de perte, les mitoyens jouent énormément. Et donc, voilà, ça, ce sont des facteurs qui sont hyper importants à prendre en compte, mais dès l'achat. Avant même l'achat, je veux dire. Ok. Et c'est superficie ou volume aussi, puisque la hauteur sous plafond a un impact? Alors, on a un calcul du volume qui a un impact sur le label, mais il faut savoir que le volume a beaucoup moins d'impact que la surface. La surface, c'est vraiment un élément clé pour la certification PEB. Et oui, c'est assez surprenant quand on en parle aux personnes, c'est que voilà, il n'y a pas, le volume au final change très peu
les résultats. C'est ça. Et donc, PEB, c'est performance énergétique du bâtiment. Donc, c'est un certificat de performance énergétique Des bâtiments. des bâtiments. Et toutes les règles que tu viens d'expliquer, donc le calcul, le logiciel divisé par la superficie, etc., est-ce que c'est propre à la Belgique ou c'est européen? Tu sais, tu as une idée? Ouais, donc chaque pays a ses propres règles. Bon, il y a des guidelines au niveau européen, mais après, en termes d'application, chaque pays a ses mêmes règles. Et comme tu le sais, en Belgique, c'est toujours un peu plus compliqué que les autres pays. Donc ici, on a des règles différentes en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Toi, tu es spécialisé? Je suis spécialisé pour la Wallonie. Oui. Et alors maintenant, grâce à une nouvelle association, on travaille aussi sur Bruxelles, mais pas pour l'instant pour la Flandre. Et alors, oui, c'est hyper contre-intuitif, mais tu prends une maison, la même maison, même orientation, même vitrage, même surface, même isolation, exactement la même maison. Tu la mets en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles, elle n'aura pas le même score. Parce que rien que les échelles, les catégories, les labels dont on parlait juste tout à l'heure, ne sont pas les mêmes. Donc rien qu'à ce niveau-là, mais même dans les règles de mesure, dans le calcul des consommations théoriques, on n'a pas les mêmes règles et donc on n'obtient même pas le même résultat pour la même maison, même en dehors des catégories. Donc c'est hyper surprenant et donc ça rajoute beaucoup d'incompréhension de la part du grand public. C'est de se dire, au final, est-ce que ça a vraiment du sens ? J'ai une maison, elle est à la frontière de la Flandre. Il y a exactement la même maison qui a été construite de l'autre côté de la frontière et elles n'ont pas le même résultat alors que c'est exactement les mêmes maisons. C'est ça. Et les réglementations en vigueur auxquelles les propriétaires vont devoir se plier sont régionales. Elles dépendent de la région, elles ne sont pas fédérales. Tout à fait. Mais voilà, on est déjà en train de parler d'uniformisation. Uniformisation des PEB. Voilà, tout à fait. Donc c'est en cours, il y a des processus en cours pour rendre le label PEB, le calcul du label PEB plus cohérent à l'échelle belge, mais aussi à l'échelle européenne. Et donc ça, ce sont des choses, je pense, dans le futur, tout le monde l'a compris, il y a beaucoup d'incohérences et je pense qu'elles vont disparaître au cours du temps. On va avoir quelque chose de plus logique. Ah, intéressant, ça, intéressant. Donc pour résumer, le PEB, c'est le fameux certificat que vous recevez quand vous louez ou quand vous achetez un bien. Donc c'est là où il y a les fameuses couleurs. Donc à chaque couleur correspond une lettre et à chaque lettre, donc il y a une consommation en kilowattheure, c'est ça de mémoire? C'est ça, tout à fait. C'est ça. Oui, j'ai suivi. Ouais, on dirait, c'est pas mal. J'ai suivi au moins 3-4 fois tes formations. Et donc à chaque couleur correspond un range de consommation électrique. Et donc c'est super intéressant, un sujet assez passionnant. Moi, il m'a fallu un peu comme tous les sujets qu'on me répète 3-4 fois les choses pour que ça commence à rentrer et que je commence à appliquer. Mais une fois qu'on applique, au final, je me suis rendu compte qu'on gagne beaucoup d'argent. Déjà, on a une vision long terme puisqu'on se préoccupe des réglementations qui arrivent. Et deuxième chose dont tu n'as pas encore dit, mais au plus le PEB est meilleur, au plus la valeur du bien augmente aussi. Et des fois, c'est assez conséquent. Même maison identique, PEBC et PEBG, le PEBG peut valoir, je n'ai pas les statistiques et je ne pense pas qu'il y ait vraiment de pourcentage, mais il peut valoir peut-être 10%. 15%, 20% moins. Oui, tout à fait. Mais j'achète un appartement en label PEBG. Le problème, c'est que je sais que ce n'est pas isolé, donc je vais devoir refaire l'isolation. Si je ne peux pas faire par l'extérieur, par exemple, je vais devoir le refaire par l'intérieur. Donc même si tout le plafonnage est refait, tout est propre, tout est clean à l'intérieur, je sais que je vais quand même de toute façon devoir tout casser et tout refaire. Et donc c'est beaucoup de travail. Et entre un appartement qui est en très mauvais état et qui est en label G, un appartement qui est en très bon état et qui est en label G, celui qui est en très bon état, on va devoir de toute façon le casser et le mettre en mauvais état et tout recommencer. Alors tandis que si j'ai un label C ou un label supérieur, j'ai déjà plus de sûreté. Je me dis, OK, c'est en bon état, j'ai un bon label et donc je sais que je ne vais pas devoir tout recommencer. Super, ça c'est super intéressant. Si vous souhaitez vendre des biens, de prendre en compte ce fameux PEB parce que les gens sont de plus en plus regardants par rapport à ça. Alors je voulais réagir aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Donc le label qu'on reçoit lors de l'achat d'un bien, par exemple, c'est aussi pour signaler que c'est une obligation, donc c'est une contrainte légale. Il faut disposer d'un label PEB, d'un certificat PEB quand on fait une transaction, mais aussi quand on met en location. Et ce qui est souvent oublié, c'est qu'il faut le faire dès l'intention de vente.
Donc, c'est-à-dire, imaginons, vous faites une publicité rien que sur Facebook, avec quelques photos, maison à vendre, maison à louer. Si vous ne mentionnez pas les informations du label PEB, vous risquez une amende qui va déjà jusqu'à 500 euros. Et ça, souvent, c'est oublié, surtout via les annonces sur les réseaux sociaux. Et je pense que dans le futur, il y aura de plus en plus de contrôle, vu l'importance que le PEB prend. Et donc, surtout pas oublier de faire son PEB assez tôt dans vos démarches. Super. Et si on a un PEB qui date de 5 ans, c'est valable aussi? Si on a un PEB qui date de 5 ans, il reste valable. Donc, il est valable pour une durée de 10 ans. Et même si vous avez fait des travaux, l'ancien est toujours valable. C'est la date qui compte. Et donc, peut-être que votre label est meilleur, mais que ça n'a pas encore été recalculé. Ok, super. Mais merci vraiment pour tous ces tips. Alors, je te propose qu'on attaque maintenant le fameux projet Apart Capsule. Donc, pour lequel j'ai fait appel à tes services. Tu m'as accompagné vraiment à améliorer le PEB. Donc, je vous rappelle, c'est un appartement de 77 mètres carrés dans lequel j'ai fait un Airbnb, donc une exploitation en courte durée. D'ailleurs, si vous voulez voir tous les chiffres, toutes les informations, l'évolution du chantier, les travaux, le résultat, les chiffres, en détail. N'hésitez pas à cliquer au-dessus ou en dessous, regardez les liens en dessous de cette vidéo. On mettra un petit lien pour vous rediriger vers la vidéo explicative de ce projet. Mais aujourd'hui, on va se consacrer à parler du PEB. Donc 77 mètres carrés, on se situe à Charleroi, marché nos ponts, pour information. Hein. Je sais, beaucoup de questions se posent, beaucoup de gens se posent la question, marché nos ponts, Airbnb, ça fonctionne comment? De nouveau, cliquez sur les liens, je vous explique tout en détail. Et on est parti d'un PEBG. On a eu, à l'époque, ça tombait bien puisque je l'ai acheté en 2022 et je commençais à devenir de plus en plus conscient des normes, des réglementations. Et comme c'est un bien complètement à rénover, je me suis dit, on va prévoir un budget travaux, quitte à tout refaire, pour essayer d'améliorer le PEB. Le challenge ici, c'était d'utiliser que ça me coûte le moins cher possible pour avoir un meilleur PEB. Donc, trouver un ratio entre travaux à faire, budget minimum et meilleur PEB. C'est le rapport qualité-prix dont je parle souvent. Rapport qualité-prix, on regarde ça pour tout dès qu'on fait un achat. Mais en fait, pour les coûts des travaux par rapport aux résultats en termes de label, c'est propre à chaque maison. Il y a des maisons pour lesquelles on va arriver des appartements pour lesquels on va arriver très vite à un très bon label parce qu'ils ont des caractéristiques de base qui font qu'ils sont avantagés dans le calcul. Et d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, c'est pour ça que je dis qu'avant même l'achat, il faut voir un peu par rapport à la maison si elle a beaucoup de mitoyens, elle a beaucoup de surface au sol. Ici, on était sur quelque chose d'assez classique. Hein. C'est un appartement avec 2 mitoyens. Mais on a quand même des annexes à l'arrière. Et les annexes, ça rajoute beaucoup de surfaces de perte qui sont à isoler. Et donc, ouais, pour la petite histoire, donc on a fait un atelier visite sur place avec les membres du club. C'était génial, trop chouette. C'était vraiment incroyable. Donc, tout le monde est allé sur place, tout le monde a regardé le bien et on s'est challengé et on s'est posé la question comment faire pour améliorer un maximum le PEB. Alors, il y avait plusieurs groupes qui se sont formés. Certains ont réussi à aller jusqu'à A, jusqu'à B. Et au final, on va vous dire qu'est-ce qui a été réellement fait. Donc par rapport à... Dans les groupes, ils proposaient des travaux. Ils proposaient des travaux qui pensent avoir de l'impact sur le label PEB. Et on l'a testé en direct sur le logiciel pour voir comment ça réagissait. Et oui, on avait un groupe qui a réussi à monter en label A avec des travaux assez raisonnables au final. Et Maïri s'en est inspiré évidemment pour son chantier. Yes, super. Donc c'est un appartement, comme tu dis, situé au rez-de-chaussée. Il y a 2 murs mitoyens, donc il y a 2 bâtiments sur les côtés. Et il y a une annexe à l'arrière où il y a pas mal de pertes. Donc pour ce bien, quels ont été les principaux travaux que tu as suggérés qui ont eu un bel impact? Ouais. Donc ici, dans ce que tu as fait, qui n'est pas stupide du tout, je te rassure. Bien conseillé. Hein, donc Maïri a choisi de faire une isolation par l'intérieur principalement. Il y a deux petites façades à l'arrière que tu as isolées par l'extérieur pour refaire un crépi et les refaire proprement. Mais sinon, tu as opté surtout pour une isolation intérieure. Ce qu'on fait fréquemment en isolation intérieure, c'est utiliser du polyuréthane. Donc c'est ce que tu as fait. Des plaques de pire qui est l'isolant aujourd'hui qui a le plus d'impact pour le moins d'épaisseur. Et donc, avec des petites épaisseurs, on arrive à avoir un impact important à la fois sur le PEB, mais aussi sur le confort, sur la réduction de la consommation. Oui, je me permets juste avant que tu continues. D'ailleurs, si certains d'entre vous se posent la question, moi, je trouve qu'il n'y a pas eu de perte d'espace. En tout cas, en termes de sensation, quand on rentre, je ne me suis pas dit l'appartement est plus petit
parce qu'on a isolé par l'intérieur. Donc l'effet, pour moi, il est super bien passé. Donc, ouais. Et ça, c'est propre à chaque appartement parce que parfois, on se trouve sur des vraiment tout petits logements et ça devient très compliqué. Parfois, on est bloqué pour l'isolation extérieure parce qu'on est par exemple sur une copropriété. Et pour l'isolation intérieure, on est aussi bloqué parce qu'il n'y a pas de place. Et donc, toi, ouais, dans ton cas, on était quand même sur quelque chose d'assez, entre guillemets, facile. C'est ça. Et l'épaisseur de l'isolation était importante? Ici, toi, tu es parti sur à peine 4 centimètres. Avec à peine 4 centimètres, tu as pu avoir un impact quand même assez important. Et il faut savoir toujours, en termes d'isolation, que les premiers centimètres, c'est ceux qui ont le plus d'impact, à la fois sur le label, mais aussi sur la consommation. C'est-à-dire, vous mettez 5 centimètres d'isolant, ils auront plus d'impact que les 5 suivants quand on met 10 centimètres, par exemple. Donc, au plus on monte en épaisseur, au moins on a d'impact sur la réduction de consommation et sur le label. Ouais, ici, tu as opté pour une épaisseur quand même assez fine, 4 centimètres, mais l'impact a été important vu que voilà, on a bien réduit les besoins en énergie. Le bien a plus besoin de beaucoup d'énergie pour atteindre une température de confort. C'est ça. Et je me souviens que tu m'as demandé de prendre des photos pour me dire pour avoir la preuve de où a été mis les isolants. Et donc, il a fallu prendre, heureusement que les portes n'étaient pas posées, donc un plan de coupe un peu du mur. Donc ça, petit tips, à penser à ça, à faire votre dossier intervention ultérieur, donc à prendre des photos pendant le chantier, parce que si tu serais venu, donc toi tu es venu à plusieurs moments pendant le chantier, donc tu as vu aussi les choses, on a pu faire des reportages photos, mais si tu étais venu seulement après, mais tu n'aurais pas eu cette preuve justement que ça a été isolé et tu ne l'aurais pas pris en compte. Alors, moi, je n'ai pas besoin de plus de preuves qu'une facture bien détaillée. Okay. Une facture bien détaillée, c'est quoi ? C'est une facture qui a tous les isolants qui ont été placés par l'entrepreneur, avec les mètres carrés précis, l'endroit où ils ont été placés, la marque, le modèle, l'épaisseur, la résistance thermique. Alors, ce genre de facture bien complète, c'est hyper rare. Et donc, c'est toujours recommandé pour les personnes qui rénovent dans leur maison de prendre en plus des photos. Et surtout, encore plus pour les personnes qui font eux-mêmes les travaux. S'il y a des personnes qui font eux-mêmes leurs travaux, une facture d'achat chez Brico, Gamma, je vais citer une troisième marque, Brico, Gamma, Hubo, peu importe, eh bien, ça ne passe pas en termes de preuves pour la certification PEB. Et donc là, absolument prendre des photos avant de refermer toutes les cloisons et si possible avec un mètre pour montrer l'épaisseur de l'isolant et avec l'étiquette de l'isolant. Les isolants qui sont placés dans la pièce, comme ça on voit bien que c'est ceux-là qui ont été placés à tel endroit et on photographie l'étiquette, comme ça on a en plus la résistance thermique. Au plus on a d'éléments, au plus on gagne de points. Alors c'est dommage, parfois on a des maisons totalement rénovées, on ne trouve pas les preuves. Et donc parfois il faut aller refaire des trous et un peu abîmer ce qui a été fait pour pouvoir valoriser les travaux et donc après reboucher les trous à gauche à droite. Ok. Et si tu as une maison où le gars vient avec ses factures de consommation électrique et énergétique et gaz et tu vois qu'il paie, je sais pas moi, 20 € par mois pour les deux, c'est pas suffisant pour se dire que... Malheureusement maison, pas. Et j'ai déjà eu le cas, un monsieur qui m'explique que sa maison ne consomme rien et il me donne les prix, les coûts qu'il paye en termes de consommation électrique et gaz. Et c'est vrai que c'était rien du tout, mais par contre, le label était très mauvais pour cette maison. Et c'était encore une histoire de surface, de rapport entre les surfaces de perte et la surface au sol, qui faisait que cette maison était très défavorisée dans le calcul. Ok, super intéressant. Donc, on revient ici au bâtiment appart capsule. Donc on a isolé les façades, enfin il y a déjà mitoyen sur le côté plus les façades avant. Tu as fait les toitures aussi, évidemment. Toitures plates, donc des annexes. Donc les toitures, c'est ce qui a le plus d'impact sur le label. Il faut toujours s'intéresser d'abord à l'isolation de ces toitures. Et ici, toi, tu es parti sur des toitures plates, tu es parti sur un polyuréthane 14 cm et j'ai vu que tu avais bien suivi les conseils de bien faire une isolation par l'extérieur, qui est toujours conseillé sur des toitures plates. Et avec du 12 cm. Et donc là, tu te retrouves sur un bâtiment, plutôt sur un appartement où toutes les façades sont isolées par l'intérieur et on a les toitures qui sont également isolées. Donc au final, il ne reste plus grand-chose comme perte. Qu'est-ce qui reste ? Il reste la cave que tu as décidé de faire plus tard. Et ça, on va en parler plus en détail tout à l'heure. Et alors le plancher qu'on dit plancher sur sol, donc c'est la partie qui est en contact avec la terre.
et qu'ici qu'on on va jamais l'isoler, tout simplement parce que sinon il faut casser tout le carrelage. Mais il faut savoir qu'un plancher qui est sur le sol, il a moins de pertes vu qu'il est en contact avec de la terre. Il a moins de pertes qu'un plancher sur une cave qui, elle, est froide. Et donc, on a plus intérêt à isoler une cave qu'un sol. Est-ce que le système de pompe à chaleur, donc j'ai mis des switches, système de pompe à chaleur a aidé par rapport à l'amélioration du PEB? Tout à fait. Donc ici, toi, tu es parti sur une pompe à chaleur qu'on dit RR, donc c'est-à-dire qu'elle prend l'air extérieur, la chaleur extérieure, parce qu'il y a toujours de la chaleur à l'extérieur. Même quand il fait froid dehors, il y a de la chaleur. Et donc, il la prend, il la concentre et il la transfère à l'intérieur. Et il la transfère comment? Pourquoi c'est RR? Parce qu'il la transfère en soufflant de l'air qui est chaud. Alors, en été, c'est le contraire. Elle peut fonctionner dans le sens inverse et prendre la chaleur à l'intérieur et la jeter dehors. Et donc, on peut refroidir également le bâtiment. Ça, c'est le concept de la pompe à chaleur RR. Alors, en termes de pompe à chaleur, on est sur un système quand même qui est très pratique à installer, avec des coûts qui sont quand même relativement raisonnables. Et en termes de confort, on a la clim et on a le chauffage. Donc, c'est plutôt pas mal. On n'a pas de radiateur encombrant. Donc, pour des petites surfaces, on est aussi sur quelque chose de très intéressant. Et alors, si un jour on rajoute des panneaux solaires, on peut immédiatement compenser l'énergie qu'on utilise à la fois pour le chauffage. Bon, en été, il n'y a pas beaucoup de production sur les panneaux, mais en hiver, pour la clim, on peut quand même bien réduire la consommation. Alors, quand on met ce genre de système, super important, il faut toujours penser aussi, vu qu'on rajoute une consommation pour le refroidissement, pour la clim, il faut penser aussi à ne pas avoir trop de surchauffe sur le bâtiment. Toi, tu étais quand même sur un appartement où c'est facilement le cas parce qu'il n'y a pas énormément de vitrage. Donc, on est assez à l'ombre. Mais si maintenant, vous êtes en plein sud avec des énormes vitrages, toujours commencer à penser à comment on va réduire les entrées de chaud de ce bâtiment en mettant des protections solaires, des volets, des screens extérieurs. Voilà, on peut penser à toutes sortes de solutions. Et ça a un impact sur le PEB aussi. Et ça a un impact sur le PEB. Donc, dès qu'on rajoute une clim, on a une consommation supplémentaire qui n'existait pas avant, qui a été rajoutée. Et donc, ça a un impact. Mais chez toi, cet impact est très limité grâce au fait qu'on est sur quelque chose qui est bien protégé contre le soleil. Donc, quand on achète un bien, par rapport au PEB, il faut aussi regarder l'orientation du bien? L'orientation du bien, personnellement, oui, ce sont des éléments que je regarde quand même parce que déjà, ça a un impact sur la possibilité ou pas de placer des panneaux. Donc, notamment, on a pas mal de personnes du club qui investissent à Astières, je pense au domaine du Bonsoir. Domaine du Bonsoir, c'est des petits bâtiments donc qui ne sont pas faciles à faire monter dans les notes. Il faut beaucoup les isoler. Mais on est aussi sur des toitures qui sont, dans la plupart des cas, sous les arbres. Et donc, on sait que mettre des panneaux, ce ne sera pas possible. Et donc, il faut trouver d'autres solutions. Donc oui, avant d'acheter un bien, c'est intéressant aussi de regarder aux alentours. Mais tiens, est-ce que j'ai de la surface de toiture orientée correctement pour pouvoir un jour mettre des panneaux? Ou est-ce que c'est un élément que je dois immédiatement oublier et du coup, plutôt mettre mes cartes ailleurs? Ok, super. Toujours penser stratégie. Vraiment intéressant parce que les panneaux solaires, c'est quelque chose qu'on peut installer plus tard. Voilà, après quelques années. Ouais. Et ça, je pense que tu l'as hyper bien compris pour Rue de Zone. Hein, tu l'as très bien compris. C'était l'idée de se dire je vais rénover, je vais faire tous les travaux. Ce que j'appelle en fait, toujours quand je fais des missions de clients, des missions de conseil chez les clients, c'est faire en premier les travaux bloquants. Les travaux bloquants, c'est quoi? Ce sont des travaux qui sont plus compliqués à faire plus tard. Donc, le jour où le bâtiment est vide, où je suis dans une phase de chantier, il y a des travaux que je peux faire aujourd'hui très facilement, comme l'isolation à l'intérieur, comme mettre une pompe à chaleur à la place des radiateurs. Tout ça, le jour où si tu voulais le faire dans 5 ans, il fallait faire sortir, arrêter de mettre en location ce bien pendant une certaine période et recommencer à tout casser, faire de la poussière. La ventilation aussi, c'est un élément qui est très négligé. Le système de VMC pour apporter une ventilation correcte au bâtiment. Tout ça nécessite de faire passer des gaines. Et donc, voilà, on le fait en phase chantier. Après, il y a d'autres travaux que tu peux toujours faire plus tard. Et donc, une fois que tu sais, avec tous les travaux bloquants, à quel résultat PEB tu peux arriver, tous les travaux que tu peux faire plus tard, tu peux en fait les projeter et te dire, tiens, dans 5 ans, je vais faire ça, je vais arriver à tel résultat. Dans 10 ans, je vais faire ça, je vais arriver à tel résultat. Et donc, toi, aujourd'hui, clairement, pour Rue de Zone, tu sais qu'aujourd'hui, tu es en label C. Tu sais ça que... y est, on a donné la réponse. Il fallait pas le dire, c'était une surprise. Non, mais c'est bon. Ouais, non, c'est bon. Vas-y, ouais. Tu sais qu'aujourd'hui, tu es en label C. Tu sais que quand tu vas isoler ta cave,
tu vas te rapprocher du label B, mais on n'y sera pas encore. Mais on va vraiment frôler le label B. Et dès que tu vas mettre des panneaux, là, on va calculer la puissance qui sera nécessaire pour atteindre un bon label B, voire un label A. Et le jour où tu remplaces tes boileurs électriques, puisqu'aujourd'hui, tu as opté pour les boileurs électriques qui sont quand même assez pénalisés dans le label. Qui consomment beaucoup, c'est ça. Et qui consomment beaucoup. Les jours où on les remplace simplement par des boileurs thermodynamiques, donc des pompes à chaleur qui vont faire que l'eau chaude, eh bien, en fait, tu seras d'office... on a fait le calcul, tu seras en label A. Et donc, il n'y a aucun travaux qui nécessite d'endommager l'intérieur, les travaux que tu as déjà faits pour atteindre le label A, et donc tu ne seras jamais bloqué pour ce bâtiment. C'est ça, je peux faire tout au compte-gouttes, au fur et à mesure, sans pénaliser même les locations ou pénaliser effectivement les travaux intérieurs. Donc il n'y aura pas de replafonnage, il n'y aura pas de peinture à prévoir ou de main-d'œuvre ou de budget extra à faire. Donc, exactement, et ça c'est très mal compris en fait. Beaucoup de personnes se disent ok, un jour je dois être en label A, donc je vais tout faire pour être en label A aujourd'hui. Non, ce n'est pas nécessaire. Le but, c'est d'avoir une vision par rapport à chacun de vos biens. Vous dire, aujourd'hui, je suis à tel résultat et je sais que facilement, je sais monter. Aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas le budget pour monter, mais ce n'est pas nécessaire. Je suis déjà dans les normes d'aujourd'hui et demain, je sais comment arriver aux normes de demain. C'est ça, exactement. Mais ici, l'objectif, je me suis dit, comme je rénove tout, au moins... Je suis dans la réglementation pour 2030, je pense, de mémoire. Ouh là, oui, tu es facilement tranquille pour 2030. Le calendrier n'est pas exactement fixé par rapport aux échéances. Tout ce qu'on sait actuellement pour la région Wallonne, parce que je parle de la région Wallonne, 2026, ce sera la date échéance pour le label D. Et donc, toutes les personnes, tous les propriétaires qui achètent un bien à partir de 2026, juillet 2026, il me semble, ou juin 2026, à vérifier, eh bien, ils auront 5 ans pour le faire monter en label D. Et donc, si j'achète du G en 2026, j'aurai 5 ans pour arriver à label D. C'est ça, ok. Et si en Flandre, c'est la même chose ou... En Flandre, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Cette règle a déjà été appliquée en Flandre. Et donc, d'ailleurs, il y a une étude très récente qui est sortie par rapport à cette mesure nouvelle qui a été prise il y a quelque chose comme 1 an, 2 ans. Et on a pu voir quand même que ça a eu un impact sur les prix de vente. Donc, si on a un bien qui a un label inférieur à D, maintenant qu'on a cette obligation, les prix sont évidemment plus faibles. Par contre, le marché a anticipé ces prix. Donc, ça veut dire que avant même que la règle tombe, on avait déjà des prix qui évoluaient moins vite pour le label D. Et donc, ce n'est pas dès que la mesure a pris, que cette mesure a été prise, que les prix de vente ont baissé, mais déjà bien avant. Et par rapport à cette réglementation, ces dates qui arrivent, 2026, je pense qu'il y a 2030 pour Bruxelles. Est-ce que tu penses que ça ouvre à des opportunités d'achat, d'investissement? Est-ce qu'il y a un créneau à creuser par rapport à critères de sélection pour faire une bonne affaire, s'assurer que le PEB est mauvais, par exemple? Clairement. Déjà, si vous avez l'œil et si vous êtes formé, d'ailleurs, on a la formation OPA avec le club qui vous permet de vous former sur les aspects PEB. Si vous avez l'œil, en fait, avant même d'acheter un bien, vous pouvez déjà voir si le PEB a été correctement effectué. Et en le refaisant correctement, si ce n'est pas le cas, s'il n'a pas été correctement fait, c'est-à-dire, imaginons, isolation de toiture inconnue, isolation de façade inconnue, date de la fabrication de la chaudière inconnue. Vous avez un certificat qui a un label F ou même D parfois. Vous pouvez avoir un D, mais au final, c'est peut-être un B. Si vous avez l'œil par rapport à ça et que vous dites, tiens, au final, quand je vais dans le grenier, j'ai quand même l'impression que c'est isolé. Donc, à mon avis, il y a un isolant, mais il n'a pas été valorisé dans le certificat. Dans ce cas-là, vous pouvez instantanément, après l'achat, refaire un PEB et avoir un meilleur score et donc augmenter la valeur du bien. C'est incroyable ce que tu dis. Ça veut dire qu'en se formant, en connaissant bien, en ayant de l'expérience par rapport à tout ce qui est isolation, en ayant l'œil... Ou en m'appelant. Ou en t'appelant, tout simplement. Tu peux avoir des maisons qui ont un PEB F affiché à un prix de PEB F, mais en réalité, quand tu visites, tu analyses comme tu dis, tu te rends compte que le PEB, il est probablement pas F, mais il manque des informations de facture pour justifier un bon PEB. Peut faire un créneau pour toi pour avoir un bon PEB. Écoute, je vais te raconter une histoire. Il y a à peine 2 semaines, un agent immobilier qui m'appelle
un agent immobilier avec qui je travaille régulièrement, qui m'appelle, qui me dit « Thibaut, j'ai fait une petite erreur. J'ai annoncé label D à mon client. Or, c'est E. Je me suis trompé. Mais je suis sûr que c'est isolé, que la toiture est isolée et c'est marqué isolation inconnue. Et je me dis, c'est une maison quand même qui est récente. Il y a des chances que ça le soit. Est-ce que tu peux venir quand même refaire le PEB et voir si on arrive à un label D ? Ok, je vais bien, mais je te promets rien. Si ça se trouve, ce sera encore pire. Mais voilà, on va essayer. Je me rends sur place. On enlève un spot. Ouais, on a enlevé un spot et on a pu voir que toute la toiture était totalement isolée. Mais c'est pas tout. Je vais à l'extérieur et au niveau de la façade, on est dans un mur creux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un creux dans le mur qui parfois est isolé. Et avec ma caméra, j'ai pu voir qu'il y avait un isolant et j'ai pu le mesurer. On a quand même 7 cm d'isolant dans toute la façade du bâtiment. Et on avait, je pense, plus que 15 cm en tout cas d'isolant sur toutes les toitures. Et quoi, tu as une caméra endoscopique? Voilà, c'est ça exactement. Voilà, trous, pour aller voir dans les petites fissures. Et donc oui, on n'est pas passé de E à D comme il me l'a demandé, on est passé de E à B. Waouh! Et donc l'acheteur, on lui a dit finalement en fait c'est B. Super, mais l'acheteur a dû être heureux. Et c'est quand même très fréquent de pouvoir augmenter un label en cherchant plus d'informations. Ok, donc la méconnaissance peut faire perdre de l'argent à certaines personnes ou être une opportunité pour d'autres. Merci vraiment pour toutes ces informations. Donc ici, comme pour résumer, donc l'appart capsule, on est arrivé à un PEBC et je sais qu'en changeant le boiler électrique en thermodynamique, en isolant la cave pour l'isolation au sol et en ajoutant des panneaux solaires, j'arriverai à un PEB-A. A, c'est le maximum, il n'y a pas A+. Ou... Il y a du A+, peut-être okay. En mettant un peu plus de panneaux, il y a moyen d'y arriver. Ok. Voilà, oui, pourquoi pas. Ok, ça va. Donc quand l'électricien me demandera la consommation de panneaux solaires, je vais dire ça consomme plus que c'est censé consommer. Et donc là, j'arriverai à un PEB A+. Oui, tout à fait. Incroyable, tout à fait. Qui existe très rarement sur le marché, mais c'est quand même possible. J'ai visité un jour un immeuble avec un PEB A en Flandre. Mais c'est vraiment exceptionnel. Grosse épaisseur sur l'extérieur, panneaux solaires, tous les châssis étaient bons. Je ne crois pas que c'était du triple vitrage, mais tu sentais que c'était bien isolé. Enfin, c'était assez incroyable. Alors, des labels C, on en a quand même pas mal dans des maisons rénovées. Ouais. Du label B, c'est déjà un peu plus rare. Label A, rare. Label A+, j'en ai vraiment fait peu. Allez, on va dire sur une année. Je suis pour l'instant à peu près à 200 maisons sur lesquelles soit je fais de la certification, soit du conseil. À peu près 200 maisons par an. Ces 2 dernières années, j'ai dû faire peut-être 3 labels A+. Ok. Ouais, donc très très rare. Toujours avec des panneaux solaires? Évidemment. Et souvent beaucoup de panneaux solaires. Donc notamment, je pense à une maison, il y avait 3 maisons les unes à côté des autres. Où toute la toiture, une énorme toiture couverte de panneaux, et c'est évidemment ça qui fait la différence. Ok, c'est ça. Et si on a une maison, aucune isolation de façade, etc., mais full panneau et belle orientation soleil, ça peut aider, ça peut améliorer le PB? Ça peut améliorer le PB, mais le résultat sera pas A+, juste parce qu'on a des panneaux. Ok. Et le système de chauffage il est électrique, mais tout est autofinancé par le soleil. Tu vois la réflexion? Oui, mais c'est... je ne sais pas répondre à ta question. Ok, ça va. On supprime ça. Faudrait tout encoder dans le logiciel et faire... Faudrait tout encoder, c'est vraiment... Mais oui, on peut avoir des cas exceptionnels. J'ai déjà eu des maisons, ou plus des appartements qui ont beaucoup de mitoyens, des appartements qui datent parfois des années 60 et qui n'ont jamais été touchés, qui ne sont plus habités depuis longtemps, en label C. Donc c'est déjà arrivé parce qu'il n'y a que des mitoyens en fait. Il y a très peu de pertes. C'est ça, donc l'appartement au premier étage, mitoyen du bas, mitoyen du haut, gauche, droite, donc quasi isolé et pas beaucoup de murs avant, arrière au niveau des façades. Voilà, c'est ça. Si on a un voisin devant, enfin pas devant, si on a un voisin à gauche, à droite et parfois même à l'arrière, il ne reste plus qu'une seule façade. Et dans ce cas-là, il suffit de mettre un isolant sur cette façade, même côté intérieur, et on a déjà un bâtiment totalement... avec quasi zéro perte théorique, encore une fois. Ok, super. D'ailleurs, donc cet appart capsule, pour terminer,
On a fait l'évolution du chantier a été filmée dans une formation en ligne qui a été donnée, donc qui s'appelle OPA, donc opération PEBA, donc qui a été donnée par Thibaut. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer dans les liens en description. Donc super projet. Vous avez maintenant ici les résultats. Ouais, d'ailleurs, pour ajouter quelque chose, cette formation est vraiment géniale. On trouve des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et qui peut vraiment aider les propriétaires, que ce soit un propriétaire de sa propre maison ou quelqu'un qui va dans l'investissement immobilier, à faire des choix judicieux en termes de PEB. Parce qu'évidemment, on reçoit une facture. Je suis tout le temps surpris parce que, allez, on achète un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur. On va tous regarder les caractéristiques techniques, combien de gigas il a, est-ce que c'est une mémoire allez, des mémoires vives. On va regarder la mémoire vive, on va regarder la qualité de l'écran, vraiment tout dans les détails et dire tiens, on commence à comparer les prix. Par contre, quand on investit dans les plus gros investissements de sa vie, c'est-à-dire une chaudière, des panneaux solaires, dans l'isolation de sa maison, là on ne regarde plus les caractéristiques techniques, on fait confiance, on a un papier d'un entrepreneur, on signe, mais en fait pourquoi on ne le fait pas, c'est parce qu'on a très peu de connaissances par rapport à ça. Et donc c'est le but de cette formation, c'est d'apporter des informations par rapport à qu'est-ce que vous devez regarder pour faire vos choix de manière intelligente avant de signer un devis. Et donc, super important quand même sur les plus gros investissements de votre vie. Oui, bien sûr. Et tout est dans les détails. Des fois, c'est des petites caractéristiques qui peuvent faire que tu améliores énormément le PEB et moins de consommation énergétique. Donc, ouais, super. Donc, tous les liens sont en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer ou nous envoyer un petit message. Je vous recommande à 2000%, les amis, cette formation. Merci Thibaut pour toutes ces informations. Alors, il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de choses à partager. Et donc, je vous propose de terminer cette vidéo, ce podcast ici, en première partie. Et vous aurez l'occasion, en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo ou juste ici dans le coin, de pouvoir consulter la deuxième partie où on va poser les questions de la communauté. Donc, il va encore durer un certain temps. En tout cas, on espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve dans une autre vidéo, dans la prochaine vidéo, deuxième partie, pour continuer à vos investissements. Chaud patate, les amis, pour investir. Ciao. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain. Chaud patate pour investir.